Anne-Sophie Saint-Péret, vous vouliez réagir peut-être à ce que vient de dire Hendrik Davy. Un souci sans faire. Non, juste parce que justement, c'est un élément que j'ai pas eu le temps de développer, mais moi, j'ai travaillé sur le réseau Atlas et là, donc, une discussion sur Trump. Il faut quand même savoir que je pense, enfin, Trump n'était pas le candidat préféré a priori. Alors, du réseau, c'est difficile à dire parce que ça représente beaucoup de monde. Mais par exemple, de Charles Cox, c'est pas du tout le candidat qu'ils voulaient côté républicain. Eux, ils auraient misé sur Nikki Haley. Et effectivement, il n'y a absolument pas d'homogénéité. Trump, il était considéré, mais déjà en 2016, comme trop incontrôlable. Les histoires des droits de douane, ça leur va pas du tout parce que c'est mauvais pour le business. Donc voilà, ensuite, une fois qu'il a gagné les primaires, il préférait quand même Trump à Biden. Et c'est la même chose au Brésil, par exemple, où ils se rendent bien compte que Bolsonaro, ça pose pas mal de problèmes sur plein de sujets, mais comme économiquement, il va moins les entraver que là, quand ils n'ont plus le choix, ils finissent par soutenir Bolsonaro, mais effectivement, il n'y a pas du tout d'homogénéité au niveau, on va dire, au niveau des grands industriels, grandes fortunes, si ce n'est que une fois que le candidat est choisi, une fois qu'ils ont plus le choix, ils préféreront quand même le candidat, on va dire, le plus radical de droite conservatrice à l'alternative un peu plus de gauche. Alors, c'est un peu difficile de dire ça en parlant de Kamala Harris, mais en tout cas, ils vont finir par se plier à ça avec aussi, je pense que ils vont essayer ils ont essayé de pousser pas mal de gens dans l'administration ou au niveau du Congrès ou de la Chambre des représentants pour un peu contrôler Trump. Et Elon Musk est encore un élément à part par rapport à ces dynamiques du réseau Atlas ou des milliardaires du pétrole à l'ancienne. Donc du côté, on va dire, de la droite radicale, il y a beaucoup de nuances qui essayent de s'organiser et qui ont quand même cette capacité, quand il s'agit vraiment d'accéder au pouvoir, de s'unir malgré leurs différences. Merci beaucoup. J'aimerais vous inviter à réfléchir, peut-être avant de prolonger, d'ouvrir le débat, Hendrik Davy notamment, sur la question des destinataires, sur la perception du discours. Ingrid le rappelait justement dans son introduction, le Trumpisme couvre un champ très large de contestation de la science, de l'écologie, une vision libertarienne du monde, on le rappelait tout de suite. La question également du racisme qui est omniprésente. Je voudrais juste rappeler, je serai très bref, une petite anecdote. Quand j'étais à New York au moment de l'élection de Donald Trump, j'ai un chauffeur de taxi malien qui parle français, qui est là depuis 30 ans, dont je pouvais supposer a priori un peu rapidement qu'il serait une des premières victimes du Trumpisme. Et il me disait, pour la première fois, vouloir voter aux États-Unis, alors qu'il avait là cette possibilité déjà depuis quelques années. J'ai été surpris quand il me disait que c'était pour Donald Trump, avec deux arguments qui m'étaient destinés, qui m'expliquaient. Le premier, c'est que lui, Donald Trump, au moins, ne ment pas, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Et deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup trop d'immigrants, dont lui faisait pourtant partie, aux États-Unis. Alors moi, j'ai pensé que c'était schizophrénique. Effectivement, il y a peut-être des leçons à tenir de ça, à réfléchir pour les États-Unis, certainement, mais également pour la France. C'est-à-dire, quelle est la perception de ces idées, de ce travail? On le voit dans les médias, on peut évoquer évidemment CNews en France. Comment pourrait-on un petit peu s'interroger sur quelles seront les lignes, les réflexions que cela pourrait provoquer quand on évoque la question des destinataires. C'est-à-dire que comment est-ce que vous sentez l'un et l'autre, avec Davy et Anne-Sophie Saint-Péret, d'après vos observations, qu'il y a une perméabilité croissante sur les destinataires de ces stratégies? Ce qui amènera évidemment la question suivante, c'est comment lutter contre ça? Hendrik Davy? Ouais, mais en réalité, enfin, c'est assez triste, mais c'est quelque chose que fondamentalement les marxistes connaissent bien, c'est que l'idéologie dominante est l'idéologie des classes dominantes, et que à partir du moment où tu possèdes les médias et que tu possèdes l'ensemble finalement des émetteurs d'idées et de nouvelles idées, en réalité, tu arrives à faire rentrer dans les têtes des trucs qui sont complètement effarants. Je te prends deux exemples à Marseille qui m'avaient toujours marqué. Un type que je rencontre dans un bar avec qui je discute et qui me dit il y en a marre de ces gens au RSA qui foutent rien et tout ça, etc. Et je lui dis, bon, après, je l'écoute, et pour bien, je lui dis, mais toi, tu fais quoi? Il me dit, oh, bah, moi, je suis au chômage. Et je me souviendrai toujours d'une femme dans un bus dans les quartiers nord qui gueulait un peu schizo, je pense, qui gueulait contre les Arabes, etc. Et qui était algérienne.
Bon. Il y a une puissance, et je te prends un exemple sur le sexisme que je reprends toujours, c'est que ma fille a 3 ans, un jour j'ai eu le malheur de lui demander ce qu'elle veut faire, et elle me dit infirmière, et je lui dis mais pourquoi pas médecin? Et elle me dit bah, parce que les filles peuvent pas être médecins. À 3 ans, ma femme est médecin. Voilà. Et je reprends ces 3 exemples pour vous dire quoi? C'est que l'idéologie, c'est quelque chose d'assez magnifique. D'ailleurs, certains croient des choses complètement folles, hein. Enfin, là, on m'a dit qu'à Perpignan, des élus RN faisaient des processions pour faire tomber la pluie, des processions catholiques pour faire tomber la pluie. On en est là aujourd'hui quand même. Bon. L'idéologie est quelque La chose pluie est d'assez... tombée. La pluie. La pluie est tombée, Ah non, finalement. alors oui, Non, il pleut d'ailleurs, il n'arrête pas de pleuvoir depuis à Perpignan, c'est vrai. Non, mais très sincèrement, il y a quelque chose de magique là-dessus. Donc la réponse, bien sûr qu'on peut essayer de voir comment ça s'insinue, les mécanismes, etc. Mais la réponse est avant tout dans la bataille idéologique, et la bataille idéologique, elle ne passe pas que dans les idées, d'ailleurs, elle passe aussi dans l'auto-activité des gens. Bon. Donc la première chose quand même qui est assez forte dans toutes ces réflexions-là, c'est qu'en général, les gens basculent aussi là-dedans parce qu'ils sont résignés, hein. Donc le truc, c'est en gros, moi, finalement, je préfère m'en prendre aux immigrés de la nouvelle génération parce que de toute façon, ils me prennent ma place un peu à moi, et que j'ai aucune confiance qu'on puisse prendre aux plus riches, par exemple, pour me donner un peu plus de droits sociaux, etc. On ne peut pas augmenter les salaires, autant diminuer les cotisations sociales. C'est vraiment un truc très, très, très fort. Donc je pense que pour regagner la confiance, il y a rien d'autre que la bataille unitaire, et de démontrer qu'on est en capacité, un, d'arriver au pouvoir, et deux, de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Enfin, et d'ailleurs, dans ces moments-là, en réalité, la bataille est dure. Et quand on regarde dans les années 30, du temps de l'arrivée au pouvoir de Hitler, la somme SPD et KPD était devant encore Hitler, hein, en 1933. Donc, c'est pas vrai que la bataille est en général perdue, elle est forte, et y compris aux États-Unis. Aujourd'hui, Trump gagne, mais finalement, en pourcentage, c'est pas, l'écart n'est pas si élevé que ça, en fait. Il a pas, c'est pas des raz-de-marée. C'est rarement, quand c'est électoralement, les fascistes ne gagnent pas avec des raz-de-marée, hein. On l'a pas. Une fois qu'ils s'installent, c'est autre chose. Mais voilà. Donc il y a cette bataille. Donc la réponse, c'est le front unique, c'est-à-dire typiquement l'unité de toute la gauche, des écologistes c'est un vieux truc des marxistes, mais je pense que qui est encore plus aujourd'hui à l'heure du NFP, etc., à rappeler, hein, c'est ne pas se faire la guerre entre nous, et faire la guerre aux fascistes. Et c'est de continuer à rappeler qu'ils peuvent être dangereux, c'est-à-dire que il faut le rappeler. Alors je pense le rappeler. Comment le rappeler pour que les gens y croient, je ne sais pas. Mais c'est comme, j'y ai eu un exemple, je ne sais plus qui me racontait d'un exemple d'un gars qui avait voté Trump, et son mari, finalement, a été reconduit à la frontière là, au Salvador. Ils l'ont envoyé au Salvador ou je ne sais pas où là. oui. Voilà. Donc il faut rappeler que oui, ils peuvent faire des choses, et réellement, ça peut menacer tout à chacun, parce qu'après, on bascule dans un pouvoir autoritaire, et tout le monde peut être touché d'un pouvoir autoritaire, hein. Voilà. Moi, je leur ai redit là sur le narcotrafic, on fait des prisons de haute sécurité, on a l'impression que c'est que pour les malfrats, et voilà, c'est le haut du spectre, le haut du spectre. Moi, je leur ai dit, écoutez, imaginez un pouvoir fasciste, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver avec un kilo de coke dans sa valise, alors qu'il l'a jamais voulu, et se retrouver dans la prison de haute sécurité, euh, sous un pouvoir fasciste ou autoritaire. Donc, je crois que de rappeler le caractère répressif de la menace fasciste, c'est quand même toujours utile. Et enfin, moi, moi, je, euh, il n'y a pas d'autre solution aussi que d'essayer de retrouver les émetteurs. C'est-à-dire que c'est pour ça que le combat sur le service public de l'audiovisuel, le combat pour la liberté des journalistes, le combat pour la liberté académique dans les universités, c'est aussi pour ça qu'ils s'en prennent aux universités, enfin, et qu'ils s'en prennent aux journalistes en général, les fascistes. Ils s'en prennent aux syndicats. Donc tous les lieux de contre-pouvoir où on peut faire émerger un autre discours, en général, sont utiles. Et enfin, puisque j'ai parlé du syndicalisme, dès que les gens rentrent en lutte, et là, nous, on a suivi notamment les luttes des travailleurs détachés ou des travailleurs ubérisés, etc., les discours du taxi malien, tu vois, s'effacent face à la solidarité que les gens mettent en œuvre, etc. Donc, il y a aussi la lutte sociale et l'organisation, etc. Donc, en fait, c'est d'essayer de bien faire ce que la gauche devrait faire à tous les moments. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle.
Par contre, oui, il faut essayer de s'interroger sur nos discours. On peut essayer, mais je crois que fondamentalement, c'est des processus très, très profonds. L'interdiction de ces news, typiquement, est quelque chose voilà, il faut interdire les émetteurs en face et favoriser nos émetteurs et travailler à avoir des vraies écoles de journalisme qui travaillent bien les faits, etc. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Hendrik. Peut-être juste avant de laisser le débat ouvert aux questions de celles et ceux qui en ont posé sur le petit onglet questions-réponses. Anne-Sophie Saint-Père, pardon si j'ai écorché votre nom de famille juste auparavant. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'il y a des recommandations? Vous venez de partager, effectivement, merci beaucoup, et je le repartagerai peut-être sur les boucles le rapport que vous avez rédigé pour l'Observatoire des multinationales. Quelles ont été les recommandations? Alors, pareil, dans la logique de comment contrer ces discours et ces stratégies, quelles ont été les recommandations, si recommandations il y a eu au sein de votre rapport? Et est-ce qu'elles ont évolué pour vous depuis l'écriture du rapport avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de son entourage? Euh, non, il n'y a pas eu de recommandations. En fait, c'est un travail journalistique donc j'ai vraiment simplement fait de l'enquête et montré ce qui se passait. Et ensuite, il y a des organisations de la société civile qui veulent s'en saisir, en faire quelque chose et transformer en action, c'est bienvenu. Mais en l'occurrence, on n'a pas vocation à pousser des recommandations, même si, voilà, je pense que ça peut en susciter. Sur Ensuite, exposer la manière dont il y a une organisation pour influencer le climat des idées, je pense qu'en soi, c'est important. Un des éléments qui revient souvent dans le rapport, c'est la manière dont les conflits d'intérêts sont cachés. Donc, on ne dit pas que telle ou telle organisation est financée par telle ou telle entreprise. On ne précise pas leur lien avec des politiques. Et donc, en fait, on fait passer une parole qui est tout à fait située et intéressée comme une parole d'expert. Et ça contribue du coup à cette influence médiatique très forte, puisque des chambres d'écho où voilà, ils vont aller sur tous les plateaux pour répéter toujours la même chose et à la fin il en reste forcément quelque chose. C'est très compliqué la question de comment on lutte contre la désinformation, contre des chaînes comme CNews, parce que moi je pense toujours à comment certaines réglementations ou législations pourraient ensuite être retournées contre d'autres types de discours. Je pense que tout ce qui est contrôle sur la liberté d'expression est à manier avec des pincettes. Mais c'est vrai qu'on part avec un énorme handicap par rapport à la manière dont communiquent ces réseaux et ces libertariens conservateurs, paléo-libertariens, les forces conservatrices. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Hein. Richard Giguere, qui aux États-Unis a révolutionné les techniques de mailing direct pour les républicains, avec cette idée d'accrocher les gens sur des sujets clivants, des sujets de société clivants, de jouer sur les émotions, les frustrations, et comme ça ils les embarquent de leur côté. Ça va être comme quand contribuable associé sur un mailing sur ce pauvre petit couple de retraités complètement abusés par une squatteuse. Et forcément, on a une empathie pour ce couple de retraités, donc quand on va regarder après ce qui s'est passé, c'est absolument pas l'histoire qui était racontée, et la personne, la soi-disant squatteuse, payait l'équivalent d'un loyer, les retraités ne faisaient pas de travaux dans l'appartement. Enfin, voilà, mais du coup, ils ont cette capacité à jouer sur l'émotion et sur des faits qui sont factuellement faux. Et nous, on est en tout cas, des gens qui sont plus attachés aux faits, peuvent être un peu désemparés parce que la réalité est toujours plus longue et plus complexe. C'est comme l'Institut Molinari, qui fait aussi partie du réseau Atlas, et donc Club associé parle beaucoup du jour de libération fiscale, donc le jour où enfin on travaille pour soi et on ne travaille plus pour l'État, ce gros gourmand qui dépense trop. Ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, on se paye des impôts, on reçoit des choses en retour, et puis même les méthodologies de calcul sont hyper controversées, mais expliquer une méthodologie de calcul, ça prend beaucoup de temps. Sortir un jour de libération fiscale, alors particulièrement à l'ère des réseaux sociaux où il faut communiquer de manière rapide et un peu choc, c'est très facile. Et il y a plein de médias qui sont ravis, y compris des médias qui ne sont pas dans la sphère Bolloré, qui sont ravis de faire une petite brève là-dessus. Et ce sont des petits éléments qui rentrent dans la tête des gens et ça prend 4 pages à débunker alors que ça prend 3 lignes de planter la graine. Et là-dessus, je ne sais pas exactement comment on peut faire, comment on peut avoir une communication un peu
ou frontières, mais avec d'autres messages. Mais c'est vrai qu'ils partent avec cet avantage-là qui est extrêmement compliqué. Le rappel des faits peut être très important. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le côté rassurant aussi de leur vision du monde, notamment sur la question du climato-scepticisme. Je pense que les gens ils ont assez peur de ce qui arrive et que finalement de se dire qu'il n'y a rien à faire et que les modes de vie n'ont pas besoin de changer, c'est quelque chose que les gens ont envie d'entendre. Et du coup, là aussi, encore une fois, il faudrait pouvoir donner envie beaucoup plus, donc peut-être sur développer davantage le modèle de société vers lequel on irait et qui n'est pas si terrible que ça, peut-être développer davantage tout ce qui ne va pas dans le modèle de société actuel, les maladies auxquelles on s'expose, des inondations, des gens qui perdent tout, ça c'est pas assez mis en avant, et alors que la peur de ne plus avoir d'énergie est tout à fait exploitée par ceux qui luttent contre les politiques climatiques. Ça vous répond Merci. à Merci beaucoup, Anne-Sophie Saint-Père. Il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le lien QR, sur la boucle QR. Au fur et à mesure, peut-être Ingrid, alors tu en as recensé quelques-unes. Tu prends la main sur ce qui intéresse ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent actuellement, et puis sur les questions qui peuvent prolonger le débat. D'accord. Pardon, donc je continue à prendre la main, enfin, je prends la main sans visage. Je suis navrée. Peut-être commencer par une question qui est plus spécialement adressée à Anne-Sophie Saint-Père sur quels sont les réseaux en France qui sont déjà de fait liés au réseau Atlas ou dans le réseau Atlas. Et il y avait notamment une question sur Pierre-Édouard Sterrin euh, et sa proximité avec ce type de réseau. Donc peut-être commencer par là ou plus largement par la question de qui en France est déjà dedans ou très fortement influencé. Alors, dans les partenaires, donc, le réseau Atlas refuse de nous partager la liste de ses partenaires actuels, donc il est possible qu'il y en ait qui, à cette date, ne le soient plus, mais en tout cas, jusqu'à récemment, dans les partenaires, il y avait l'IFRAP, donc l'Institut sur l'étude des politiques publiques, je sais plus quel est le sigle de l'IFRAP, mais de Agnès Verdier-Molinier, qui est tout le temps dans les médias. Si quelqu'un peut me regarder et me dire, ça me va beaucoup. L'IREF, qui est aussi un institut sur les politiques économiques et sociales, avec par exemple Philippe Delsol, qui est aussi souvent dans les médias, contribuable associé, l'Institut économique Molinari, l'Institut de formation politique, qui est aussi un institut libre de journalisme. Ensuite, ça c'est les plus gros, mais il y a également, par exemple, le petit Institut des libertés de Charles Gave, qui est un financeur de l'extrême droite relativement connu, on va dire, dans cette sphère-là. Il y a Génération Libre qui a aussi bénéficié de formation. Alors, eux sont un peu à part parce que pour le coup, ils n'ont pas du tout l'angle conservateur, ils sont vraiment purement dans le libertarianisme. Mais voilà, ils vont aussi pouvoir la libéralisation des drogues, c'est vraiment très très loin des positions des autres. Et après, il y en a eu avant qui ont disparu, l'Institut économique de Paris, la CFRI, voilà. Donc ce sont, on va dire, ceux que je vous ai cités sont les principaux qui sont actifs aujourd'hui. Et sur les liens avec Terrain, Alexandre Peset a donc eu un poste avec le projet Périclès. Édouard Terrain a financé l'Institut libre de journalisme. Apparemment, là, récemment, dans le projet Périclès, contribuable associé a bénéficié de financement. Je ne sais plus si l'IST a bénéficié de financement. On va dire qu'il y a une proximité idéologique assez nette. Après, moi, j'ai choisi de. Enfin, je n'enquête pas sur Pierre-Édouard Terrain parce que, comme beaucoup de journalistes le font déjà, je me suis dit que ça ne servait à rien d'en rajouter. Mais en tout cas, il y a clairement une proximité idéologique, notamment à travers les Nuits du bien commun, qui sont des soirées de levée de fonds organisées par Pierre-Édouard Terrain. C'est par là que l'Institut libre de journalisme de Alexandre Peset a été financé à plusieurs reprises. Merci Anne-Sophie. Ingrid? Alors, il y a une question qui, cette fois, peut-être qu'on peut l'adresser plus spécifiquement à Hendrik. Bon, Hendrik, tu as expliqué à quel point, évidemment, la question des médias, du contrôle des médias, bon, avec toutes les questions que ça pose sur la liberté d'expression, comme le disait Anne-Sophie, avait évidemment une forte influence et que on pouvait considérer que
ça faisait partie des éléments qui pesaient sur le vote des classes populaires. Mais bon, on peut sans doute pas résumer le tropisme des classes populaires vers Trump ou vers le RN à la question de l'influence des médias. Donc c'était une question sur quels autres éléments d'analyse on pouvait donner ou quelles autres explications on pouvait donner au vote des classes populaires pour l'extrême droite. En fait, il y a d'abord deux questions. Il y a la première question, même si tu la poses pas, mais qui est posée aussi dans le chat sur la victoire culturelle ou pas. Et sur la victoire culturelle, d'abord, je voudrais la relativiser. C'est ce qui a été dit par, enfin, bon, par de nombreux auteurs ces dernières années. C'est-à-dire que si tu regardes sur le temps long, en réalité, sur des questions comme le racisme, l'homophobie, le sexisme, les choses progressent dans le bon sens. Voilà. Mais malgré tout, le racisme reste très élevé dans la société, même s'il y a moins de racistes, et comme le sexisme reste très élevé, même s'il y a moins de sexisme. Bon. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que, et ça va m'amener à répondre à ta question sur les classes populaires, mais c'est qu'en réalité, on ne peut pas voir, et c'est ce que expliquait très bien Gramsci, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, mais en gros, on ne peut pas comprendre la bataille culturelle en regardant, en la focalisant juste sur une bataille qui serait liée aux médias. Enfin, ça serait une erreur. En réalité, l'hégémonie que peut avoir des classes sociales sur le plan des idées, elle procède de l'ensemble de la société civile. Donc, il y a les syndicats, les associations, la façon dont ça se passe au travail. Et en réalité, ce qu'on voit très bien avec le vote RN, c'est qu'il est d'autant plus important que les liens sociaux sont distendus. Donc, il est d'autant plus important dans les zones périurbaines par rapport aux zones urbaines centralisées. Ce n'est pas qu'un effet casse sociale, c'est aussi un effet lien social en général. Donc, je crois que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de travailler à cette bataille donc partout, que ce soit dans les associations, encore une fois dans les syndicats, et dans les médias. Pareil, on n'a pas totalement perdu la bataille culturelle. Tu disais, c'est plus simple de dire que en deux lignes, en dire quelque chose qui est complètement faux et c'est très compliqué de rétablir les faits. Néanmoins, si tu regardes sur les changements climatiques, il y a eu toute une vague climato-sceptique en France avec Allègre, etc. Moi, je l'ai particulièrement ressenti puisque j'étais chercheur sur ce domaine-là. Et en fait, avec les rapports du GIEC, avec tout le travail qui a été fait par les scientifiques, on a globalement combattu ça et on a quand même gagné sur les faits. En tout cas, enfin, il y a peu de gens qui nient le changement climatique aujourd'hui. Et on a eu le même phénomène sur les vaccins au moment du Covid et tout ça. Et les études montrent que même s'il y a encore beaucoup de théories complotistes qui circulent, on a quand même assez majoritairement gagné. Donc quand on s'organise, quand il y a des scientifiques, les journalistes, quand les syndicats s'y mettent, etc., quand toute la société fait corps, on arrive à avoir des batailles qui gagnent. Alors sur les classes populaires, en réalité, ce qu'il faut toujours dire d'abord, c'est que ce terme de classe populaire est quelque chose d'assez problématique comme concept, parce qu'en réalité, on y met un revenu essentiellement, et on mélange trois choses différentes, c'est-à-dire des gens qui sont loin de l'emploi, qui sont soit au chômage, soit sans emploi, des gens qui sont des employés, et des gens qui sont des ouvriers, et on regarde leur vote sans aller regarder aussi la part d'abstention. Donc moi, ce que je pense, c'est que là où on a décroché massivement et sur lequel il faut travailler, à mon avis, assez fortement, c'est sur la classe ouvrière, bon, qui n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on veut dire, même si elle a largement diminué, elle s'est largement transformée. Et dans sa transformation, là où il n'y a plus de bastions syndicaux, là où il n'y a plus d'organisation, et on est complètement percuté par finalement l'augmentation du précariat dans toutes les sphères de la société. Donc, c'est les travailleurs détachés qui ne votent même pas, de toute façon, parce qu'ils sont étrangers. Mais ça a été l'intérim, ça a été tout ça, l'ubérisation de toute l'économie. Là, les syndicats n'ont pas repris pied dans ces sphères-là de travail. Et c'est là où réellement le vote RN est le plus important. Donc il faut arriver à reprendre sur ces secteurs-là. Et on a besoin de victoire sociale. Enfin, voilà. Et ça ne se décrète pas. Mais on aurait eu une victoire sur les retraites. Je pense que ça aurait aussi été un formidable accélérateur pour un vote un peu d'espoir et pas un vote de repli. C'est pour ça que la question des retraites est de ne pas perdre et de ne pas mentir sur les retraites et de ne pas aboutir à ton malien qui disait bah, finalement, ils nous mentent et puis finalement, on ne gagne pas.
Donc moi, je crois beaucoup à cette question de la résignation, indépendamment du reste de ce que j'ai dit sur la bataille culturelle. Bon, voilà, donc il n'y a pas de... par ailleurs, les points forts vraiment de l'extrême droite et qui c'est quand même la petite bourgeoisie commerçante. Enfin, c'est les points forts habituels de la droite populaire. Donc dans certains endroits, ils rognent sur une partie des classes populaires, mais c'est quand tu regardes les circonscriptions qui restent à gauche, et les circonscriptions où les classes populaires sont majoritaires. Enfin, à Marseille, partout où les classes populaires sont majoritaires, en fait, c'est LFI ou la gauche qui allait emporter aux législatives et souvent au premier tour, hein, dans le 15-16 avec Sébastien ou dans le 2-3 avec Manuel Bompard. Donc, faisons un petit peu attention aussi à cette petite musique qui consiste à dire que l'ensemble des classes populaires auraient basculé du côté du Trumpisme aux États-Unis ou du fascisme en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la question, quoi. Mais bon. Merci Hendrik. J'aimerais rebondir quelques instants, avec votre permission, sur le début de cette réponse concernant la bataille culturelle. Deux questions se posent, enfin j'aimerais l'évoquer de la manière la plus ouverte possible. L'extrême droite parle de bataille culturelle, dans le sens où il y aurait une culture à réinvestir, ou dans laquelle elle pourrait introduire un certain nombre de valeurs, réintroduire un certain nombre de valeurs. Euh, Pourrait-on parler plutôt de bataille des idées? Et est-ce que vous y voyez une différence? Est-ce qu'on peut parler effectivement sans reprendre le champ lexical de l'extrême droite? Est-ce qu'on peut, nous à gauche, peut aussi parler de bataille culturelle face à l'extrême droite? Est-ce qu'on peut parler de bataille des idées? À quel endroit sommes-nous dans la victoire? Parce que c'était un petit peu la question qui avait été posée par notre camarade dans le chat. Est-ce qu'il y a une victoire, est-ce qu'il y a une victoire de la bataille culturelle? Est-ce que la bataille culturelle a finalement été gagnée par l'extrême droite? Ou est-ce qu'on parle d'une bataille des idées momentanée? Ce serait une première question. Un autre élément que j'aimerais vous poser à tous les deux, Anne-Sophie Saint-Père et Hendrik Davy, est la question effectivement de l'influence par la télévision. On a évoqué CNews, l'interdiction de CNews possible et très certainement nécessaire. En revanche, chez nos voisins allemands ou belges, il n'y a pas l'équivalent de CNews. Il y a une interdiction très très claire de la parole raciste à la télévision, d'une parole discriminatoire à la télévision, beaucoup plus que chez nous en France. Et pourtant, l'extrême droite suit des lignes, en tout cas dans le côté flamand chez les Belges et en Allemagne, une courbe ascendante qui contribue à cette vague brune européenne. Quelles leçons pourrait-on tirer de ce constat, selon vous? Je Anne-Sophie commence. Saint-Père, peut-être d'abord, ou Henrik ensuite? Ouais, comme tu veux. Alors sur la question de bataille culturelle ou bataille des idées, je vous avouerai que j'ai pas forcément de politique. Ce qui m'amuse un petit peu, c'est que bah, du coup, moi, pour avoir passé beaucoup de temps à enquêter sur eux, sachez qu'à droite et à l'extrême droite, ils sont tous en train de dire que la gauche est écrasante culturellement et qu'il faut lutter contre ça. Donc, ils estiment que voilà, il faut absolument se débattre, qu'ils sont minoritaires et en lutte contre la génération 68, la bien-pensance qui les écrase. Et enfin, donc, du coup, on est dans un renversement total par rapport à la discussion qu'on a là aujourd'hui. C'est assez amusant de passer d'un côté à l'autre. Donc, je ne sais pas, et c'est un peu difficile de. Enfin, sur la culture et les idées. Bah, je pense qu'eux parlent de bataille culturelle parce qu'au niveau des idées, si on va vraiment, si on affine au niveau des idées, c'est plus compliqué parce que globalement, eux, leurs idées ne bénéficient pas aux gens. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à rentrer dans des analyses trop fines. Et je voulais juste rebondir sur la question des changements climatiques et de comment, effectivement, on a gagné le fait qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui nient la réalité des règlements climatiques. C'est vrai, mais alors je pense que c'est aussi un peu le risque de. Bon, en fait, la victoire n'est jamais une fin. C'est-à-dire que quand on étudie les discours des climato-sceptiques, alors il y en a quand même qui sont encore sur le déni, mais effectivement, ces dernières décennies, ils ont dû s'adapter au fait que le déni est plus difficile à tenir, bon, ne serait-ce que pour les réalités physiques, ça commence à se voir, il y avait des dérèglements climatiques, mais du coup, tout leur discours a été adapté, et aujourd'hui, des instituts, think tanks, etc., qui niaient l'idée du changement climatique il y a quelques années, ont maintenant des arguments beaucoup plus axés sur la critique des politiques climatiques. Donc les énergies renouvelables, ça ne marche pas, les éoliennes, c'est horrible, et il faut absolument du nucléaire. Si je prends par exemple l'Institut Molinari, c'est frappant puisque
au début des années 2000, ils répandaient beaucoup de doutes sur les responsabilités humaines dans les dérèglements climatiques. Et aujourd'hui, ils n'en parlent plus, mais en revanche, ils défendent énormément le nucléaire pour la réduction des émissions, alors réduction des émissions qui sont considérées comme pas problématiques il y a 20 ans. Et sur le nucléaire, c'est très compliqué d'en parler en France parce qu'on a un mix énergétique assez on va dire atypique, mais ça se voit beaucoup plus dans des pays comme l'Australie où quand on était sur le point d'aller sur vraiment un développement massif des renouvelables, tous les think tanks du réseau Atlas se sont alignés pour défendre le nucléaire, qui était le meilleur moyen de tout bloquer, puisque le nucléaire, ça prend 20-25 ans à être développé, que ça pose énormément de problèmes d'implantation, que ça pose des problèmes avec la chaleur, de l'eau, etc. Et donc, en fait, ça a été leur idiot utile pour s'assurer qu'on n'allait pas aller vers une transition et freiner les renouvelables. Et tout ça pour dire que bah oui, on a gagné une bataille, mais en fait, eux, ils sont très vite adaptés à cette victoire et ils ont changé les armes pour continuer à freiner tout ce qu'on pouvait tirer du fait qu'on avait obtenu la reconnaissance de l'existence des dérèglements climatiques. Et du coup, j'ai pas vraiment répondu sur la bataille culturelle. Sur l'influence par la télévision, en fait, pour moi, la télévision joue un rôle, mais il y a les réseaux sociaux jouent un rôle énorme sur la diffusion des idées. Il y a maintenant beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux, y compris sur des plateformes comme X qui appartiennent à Elon Musk. Donc, je pense que ça joue. Et puis, il y a aussi tout ce qui relève de la société civile. L'Institut de formation politique, il forme des gens qui vont s'engager en politique, des gens qui vont s'engager dans les médias, et puis des entrepreneurs civiques qui vont monter des petites associations, des organisations, et ils ont conscience en fait que l'espace de la société civile est à investir pour réunir les gens. Donc, ils travaillent sur tous les tableaux, de la même manière que j'imagine que de l'autre côté, on travaille aussi sur tous les tableaux. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Ouais. Cédric? Bah, moi, je préfère utiliser un peu le terme d'hégémonie et de ne pas dire qu'elle est juste culturelle, elle est politique. Et donc, c'est plus la réflexion et les travaux de Gramsci là-dessus. Mais pourquoi, en fait, ils sont en PLS? Bah, parce que depuis la Révolution française, en fait, on a gagné l'hégémonie culturelle. Enfin, liberté, égalité, fraternité. Bon, alors, ils sont venus avec travail, famille, patrie. Mais en réalité, pourquoi ils sont obsédés par ça? Et parce que le fascisme, d'ailleurs, historique, était déjà une réponse à ça. C'est-à-dire que il y a la révolution bolchevique, et donc les classes ouvrières sont très majoritairement gagnées au communisme et au socialisme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont obligés de réinvestir le terme de socialisme. Bon, parce qu'en fait, ça avait gagné. Bon. Et donc, effectivement, ils sont obsédés par retrouver finalement une hégémonie qu'ils ont perdue depuis quand même des années, qui est basée sur bon, on pourrait dire travail, famille, patrie, mais on pourrait dire le culte de la violence, le culte de l'homme fort, voilà, bon. Et alors, actuellement, si on fait un petit peu un état des lieux, c'est pour ça qu'ils sont, par rapport à 68, ils ont bien conscience qu'ils ont perdu sur cette bataille-là et qui sont en train d'essayer de la regagner. D'un point de vue économique, c'était bien aussi l'agenda néolibéral, hein. Enfin, si vous regardez les précurseurs de l'école de Chicago, c'était de dire, ben, en fait, tous ceux qui sont socialisants et qui sont keynésiens ont gagné. Finalement, c'était l'État-providence, etc. Il faut réattaquer ça. Donc, on est dans une contre-révolution, mais c'est ni la première ni la dernière. Enfin, on en a eu énormément depuis la Révolution française, des contre-révolutions idéologiques. Et très sincèrement, je vous l'ai dit, sur les questions de racisme, de féminisme et un nombre de questions, en réalité, on n'a pas perdu la bataille culturelle. Bon. Par contre, on a, sur certains aspects, sur certains champs de la bataille des idées, on a un peu perdu, notamment sur la question de la sécurité et de l'immigration. C'est surtout ces deux questions-là où la gauche voilà, a perdu, mais vraiment perdu. L'idée que, voilà, sur ces deux champs-là, donc maintenant, j'aime bien l'idée qu'on prenne l'hégémonie dans son ensemble, et elle n'est pas que culturelle, encore une fois, elle est dans l'ensemble de la société civile, elle est dans les syndicats, dans les associations, c'est une bataille globale, et c'est une bataille où on gagne dans l'hégémonie parce qu'on a une victoire sur les salaires. Enfin, donc, c'est pas juste une bataille des idées, c'est aussi ça, tu disais sur le climat, c'est que tant que tu gagnes pas sur la transition écologique concrètement, ça reste une victoire sur les idées, mais ça ne suffit pas. Enfin, euh, et donc, moi, je pense que euh, donc j'aime bien le terme d'hégémonie parce que par rapport à bataille des idées, parce que ça t'évite de saucissonner les différents thèmes. Je crois que là où il ne faut pas perdre, c'est sur le sens de l'histoire et
d'avoir confiance dans les valeurs qu'on défend, enfin, qui sont ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est encore le triptyque de la Révolution française, mais il ne faut pas lâcher là-dessus. Puis sur l'état de droit, voilà, si on ne lâche pas là-dessus, bah, je pense qu'il faut continuer cette bataille. Et c'est une bataille d'ensemble. Il ne faut pas la saucissonner en se disant, bah, tiens, là-dessus, on fait les salaires, mais pas le racisme, parce que si tu veux, ou on fait l'égalité salariale, mais pas l'égalité homme-femme, parce que ça serait plus simple. Tu vois, ce petit truc-là. Ben non, ça marche pas, parce que l'égalité, elle n'est pas saucissonnable. C'est-à-dire que on est pour être égaux entre hommes et femmes, on est pour être égaux entre travailleurs français et travailleurs immigrés, on est pour être égaux entre salariés qui ont les mêmes qualifications. Enfin, tu vois, faut être confiant dans nos valeurs et continuer à les défendre. Bon. Et puis essayer de voir comment on ajuste notre discours là où on a perdu sur certains secteurs, notamment sur l'immigration et la sécurité. Voilà ce que je voulais dire sur un peu la bataille et l'hégémonie culturelle. Je pense que voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Hendrik. Peut-être pour conclure et prolonger, parce que nous parlons également de l'influence du Trumpisme, ça a des conséquences sur la question culturelle, on vient de l'évoquer, mais des conséquences, et là on en parle et on est pleinement dedans d'un point de vue politique et géopolitique en ce moment, la question de l'OTAN, la question de l'Europe de la défense. Ingrid, il y a plusieurs questions qui étaient posées par nos différents camarades autour de la question géopolitique. Oui, alors c'est sans doute pas des questions auxquelles on arrivera à trouver une réponse immédiate aujourd'hui, et c'est une question à laquelle on va être confronté au moins dans les mois et dans les années qui viennent, qui est la perspective, quelle perspective pour l'OTAN, et est-ce qu'on s'attend à ce que les États-Unis s'abordent l'OTAN, quittent l'OTAN ou pas, et quelle défense européenne alternative, d'ailleurs, quel que soit l'avenir de l'OTAN, hein, puisque l'OTAN ne pouvant plus être considérée comme la protection qu'éventuellement elle proposait. Est-ce que, même si on a toutes et tous toujours défendu la sortie de l'OTAN, là on est dans une situation différente. Donc est-ce que les États-Unis risquent de sortir de l'OTAN, ou quelle attitude des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, et quelle alternative à l'échelle européenne, quelle défense européenne? Donc vaste débat, mais sur lequel vous avez peut-être aussi un mot à dire. Ouais, je veux bien commencer. Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord essayer de dissocier deux choses, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on veut et qu'est-ce que veulent déjà les dirigeants européens, à la fois les dirigeants économiques et les dirigeants politiques. Vous avez compris, moi, je suis quand même bien ancré dans une tradition de lutte des classes, donc j'essaie de comprendre ce que veut la bourgeoisie, pour reprendre le vieux terme marxiste. Et là, il y a deux avenirs possibles pour l'Europe, de leur point de vue d'abord, hein. Il y a un premier avenir qui est finalement une sorte de vassalisation, soit de l'Europe dans son ensemble globalement, soit une vassalisation avec une disparition de l'Europe. Certains pays seront plutôt vassals de Poutine, l'Europe de l'Est, on va dire, et d'autres plutôt vassals de Trump. Donc ça, c'est la première possibilité. Et est-ce que ceux et celles qui nous dirigent sont prêts à accepter ça? Je ne crois pas complètement qu'ils soient prêts à accepter ça. Bon, ça voudrait dire que l'Europe devient quasiment une colonie. Mais c'est vraiment quelque chose que moi je pose comme ça. J'ai écrit une tribune dans le Nouvel Obs en disant est-ce que l'Europe est prête à devenir une colonie? Nous, on a colonisé le monde entier. Est-ce qu'on est prêt à devenir une forme de colonie américaine ou russe? Bon, ça, c'est un premier devenir possible. Le deuxième devenir possible, que je crois aussi assez probable, c'est qu'il y ait une réaction européenne et la tentation de construire un quatrième pôle impérialiste qui pourrait être d'ailleurs assez fascisant aussi, hein, rien ne l'empêche. Donc il y a la Chine, il y a les USA, il y a la Russie. Et on pourrait avoir une Europe de la défense qui serait une Europe puissante, qui finalement essaierait de concurrencer les États-Unis et la Chine avec les mêmes méthodes. Enfin, et ça, je crois que c'est un peu le chemin, hélas, que pourrait prendre l'Europe de la défense. Donc, pour répondre aux questions, dans tous les cas, pourquoi l'OTAN disparaîtrait? C'est-à-dire, moi, je pense que dans le premier cas, les États-Unis ont tout intérêt à maintenir l'OTAN, et puis ça sera un des éléments de notre vassalisation. Voilà. Bon, si l'Europe devient une Europe de la puissance, c'est peut-être l'Europe qui peut claquer la porte à un moment donné et décider de reconstruire voilà, une autre stratégie en termes de défense, si vraiment les contradictions entre l'Europe et les États-Unis s'accentuent.
Donc ça, c'est pour l'OTAN. Et en ce qui concerne l'Europe de la défense ou pas, bah, vous avez compris, moi je ne crois pas qu'on ait intérêt, nous, ceux qui défendent un peu l'émancipation des peuples, à construire une Europe puissance, qui soit une Europe qui soit en gros la même chose que les États-Unis et la Chine, mais avec peut-être des choses, enfin, des façons un peu différentes de faire la prédation, mais on l'a très bien fait pendant des siècles, hein. On peut parfaitement être d'un empire, enfin, globalement un empire colonial. Donc moi, je crois qu'il faut aller défendre plutôt une stratégie coordonnée de défense. Et donc là, la question de l'Ukraine est centrale, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui se joue en Russie. Il y a bien une agression impérialiste et probablement que la Russie n'en restera pas là. Donc il faut aider le peuple ukrainien sans aucun... Moi, j'ai voté la résolution et je l'ai expliqué comme ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument aider le peuple ukrainien. Donc il faut que l'Europe s'organise collectivement pour aider le peuple ukrainien. Et ensuite, elle doit s'organiser militairement pour faire face, et politiquement, pour faire face à l'impérialisme américain, russe et chinois. Donc ça veut dire la souveraineté d'abord, parce que la souveraineté militaire, c'est avant tout la souveraineté industrielle, la souveraineté agronomique, la souveraineté sanitaire. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire des masques ou de faire voilà, d'être souverain d'un point de vue alimentaire, et si vous n'êtes pas capable de construire de la enfin, des armes, etc., et donc si vous n'avez pas l'industrie et derrière, en réalité, votre souveraineté et votre stratégie de défense, elle est inefficace. Donc je crois qu'on a besoin de se reconstruire une Europe solidaire, une Europe qui défende la transition écologique et sociale et qui tende la main au Canada, au Brésil, à plein d'autres pays et qui arrive à recréer une dynamique comme ça un peu internationale, plutôt positive, pas d'une Europe puissance, mais d'une sorte de lumière, de défendre les lumières et de défendre les lumières européennes, en gros, la science, le, l'égalité, voilà. Enfin, et je crois que ça, on devrait essayer de travailler là-dessus euh, pour, euh, pour essayer de redonner un peu d'espoir, quoi. Mais évidemment, éviter l'Europe puissance, moi, franchement, je le redis, je crois que ça serait une erreur, en fait, hein. On irait dans une confrontation frontale avec la Russie ou les États-Unis et c'est pas souhaitable. Merci Hendrik. Effectivement, il y a une prédation économique qui se fait aussi contre le droit international, comme on le voit en Ukraine et ailleurs. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'une petite réflexion à ce propos-là, justement, quand vous avez travaillé, vous, sur votre, pour conclure sur la question, quand vous avez travaillé sur votre rapport, quel est le rapport, justement, doctrinal, si rapport doctrinal il y a, à l'OTAN et à la défense? Alors non, moi c'est pas du tout un sujet qui était dans mes recherches. Par ailleurs, j'ai travaillé sur ce rapport en 2023, début 2024, donc on était loin de la situation géopolitique actuelle. Donc il faut partager mon analyse du moment qui fait quand même que sur les... Enfin, je suis extrêmement inquiète pour les États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, tous mes contacts aux États-Unis sont en grande difficulté. Je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, enfin, dans les prochaines années au Congrès, les midterms, ça va être assez clé pour voir si les États-Unis peuvent se remettre de ce qui est en train de se passer, mais je ne suis pas sûre. Euh, dans les perspectives les plus... Enfin voilà, donc je serais pas forcément, je ne tomberais pas de ma chaise s'il y avait un éclatement de l'État fédéral à un moment. Enfin, on est vrai. Et du coup, pour moi, l'Europe aujourd'hui est devenue le pôle un peu minoritaire où la démocratie est encore valorisée. C'est-à-dire qu'en Chine, en Russie et probablement aux États-Unis, la démocratie n'est plus le modèle. Et c'est quand même un basculement assez brutal. Et en ça, et ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on parle de l'Europe, mais l'Europe c'est fragile. On a déjà, enfin voilà, on a l'Europe, mais aujourd'hui à Hongrie, on peut dire qu'ils sont déjà de l'autre côté. Si selon ce qui se passe en 2027 en France, il y aurait aussi y avoir un grand basculement en France, que l'AfD monte en Allemagne. Et donc, en fait, on est, pour moi, sur les années à venir, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir un pôle de puissance au niveau mondial où la démocratie reste le modèle souhaitable. Et donc, du coup, je sors un peu de la question de l'OTAN, même si, enfin, voilà, après, je pense qu'il faut qu'il y ait une défense européenne qui ne soit pas dépendante des États-Unis, surtout tout ce qui est en train de devenir le régime états-unien, mais on va dire qu'au-delà des questions de guerre et de manière générale, on a vraiment savoir défendre la démocratie. Et la guerre, c'est pas uniquement les armes, il y a une guerre
culturelle d'influence. On voit comment, alors de manière vraiment pas fine, Elon Musk essayait de s'immiscer dans les élections allemandes, comment il s'est mis à tacler le Premier ministre au Royaume-Uni. Voilà, aujourd'hui, tout paraît un peu possible en termes de tentatives d'influence. Bon, quand je travaille un peu sur ce sujet-là, il y a beaucoup de European bashing sur cet axe russo-états-unien, hongrois, et c'est pas voilà, je sais pas s'ils finiront par gagner, mais c'est vrai que quand j'écrivais le rapport sur les réseaux Atlas, j'avais peur de la victoire de Trump, mais je savais pas si ça allait se produire, donc maintenant je préfère m'attendre au pire. Merci Anne-Sophie. Peut-être, Ingrid, on s'achemine vers une conclusion momentanée. On est plus en train d'ouvrir des débats pour pour la suite et des réflexions pour la suite. Mais on va tout de même tenter de conclure. Alors, il y avait, bon, Hendrik a en partie ou même très largement répondu à des questions qui sont posées sur le chat, notamment en termes de campagne, de mots d'ordre, de revendications sur toute la question de est-ce qu'il faut mettre de côté les sujets qui fâchent ou qui apparaissent comme clivants, et en réalité, il y en a toujours trois. C'est toujours le féminisme, l'antiracisme et l'environnement. Est-ce qu'il faut tout concentrer sur la question sociale? Et puis la question qui est maintenant lancinante depuis plusieurs décennies de comment est-ce qu'on investit les questions qui sont surinvesties par la droite et l'extrême droite. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il soit utile d'y revenir. Il y avait éventuellement la question qui était posée dans le chat également de quelles alliances électorales, quel périmètre des alliances, enfin, quel périmètre on peut définir ou quel périmètre possible en termes d'alliance électorale face au risque d'extrême droite en France. Mais bon, vous pouvez éventuellement en dire un mot si vous le souhaitez, et surtout, si vous le souhaitez également, dire quelques mots de conclusion avant avant de mettre un terme à ce premier webinaire. Alors, je ne sais pas, Hendrik, si tu veux, ou Anne-Sophie, comme vous voulez. Bon, si tu veux, je peux y aller. Il y avait une autre question sur laquelle on n'a pas répondu, que je voulais quand même dire un mot, c'est sur le capitalisme de la finitude, parce qu'on n'a pas trop parlé en fait de l'impasse écologique et du problème. Donc je voulais quand même juste répondre à ça, parce que je pense que c'est une vraie question. Donc d'abord sur le capitalisme de la finitude. Bon, je pense qu'en réalité, dans la fascisation en cours et dans les logiques impérialistes qu'on a, on retrouve des choses qui existaient très largement dans les phases précédentes. Une grande partie des tensions interimpérialistes des années qui précèdent la Première Guerre et ensuite entre les deux guerres, c'est sur l'accès au pétrole, hein, notamment sur l'accès aux colonies pour accéder au pétrole et l'accès aux colonies aussi pour accéder à des nouveaux marchés. Donc fondamentalement, cette question des ressources naturelles a toujours été très très forte dans les dynamiques fascisantes et souvent elles ont été un peu oubliées, mais notamment dans la montée du fascisme en Allemagne et de la nécessité d'avoir, pour mener la guerre, en fait, d'avoir de l'énergie et donc du pétrole. Donc ça, il y a quelque chose qui est récurrent et qui n'est pas nouveau. Ce qui est un petit peu nouveau avec la crise écologique, c'est que je pense qu'une grande partie de nos classes dirigeantes ont compris qu'il n'y avait pas assez que la planète était finie et qu'on avait un petit problème de finitude de la planète. Ça a deux conséquences. Une conséquence, c'est que on peut avoir un basculement et expliquer une partie du basculement des classes dirigeantes vers des solutions fascistes grâce à ça. Ils ont conscience qu'on ne peut pas donner à tout le monde le modèle qu'on avait, démocratie avec le capitalisme et une augmentation des niveaux de vie. Ça, c'est une première chose. Mais ça aussi explique une forme d'attraction du futurisme donc d'Elon Musk et qu'il faut prendre très au sérieux la question de Mars et la question du spatial chez ces gens-là aussi. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont compris que la Terre était relativement finie. Il faut écouter Elon Musk là-dessus. Il y croit à ce qu'il dit sur le fait qu'il faut des colonies sur Mars, il faut des colonies. Voilà. Donc ça, je voulais juste répondre à ça. Ensuite, j'ai oublié déjà les autres questions que tu avais posées. Mais en termes de conclusion, parce que je pense on a fait pas mal de choses, ça va me permettre de répondre aussi à la question des alliances électorales. Moi, je crois il faut d'abord qu'on ait conscience et ce qu'a dit Anne-Sophie est très clair, c'est qu'on est dans un tournant, on n'a pas le droit à l'erreur, exactement au même tournant que dans les années 30 en Allemagne.
Et donc, par rapport à ça, il faut éviter l'erreur qu'avaient fait le KPD et le SPD, hein. Je suis désolé de revenir sur ça, mais c'est central. C'est-à-dire que cette opposition qu'il y a eu entre socialistes et communistes à l'époque, qui permet finalement, dans le rapport de force à la bourgeoisie de donner le pouvoir à Hitler, je crois qu'il faut absolument que partout en Europe, les gauches et les écologistes s'allient le plus largement possible. Moi, je fais rire tout le monde en disant, on m'a dit que c'était pas un bon slogan, mais de Poutou à Hollande. Moi, je dis c'est ça. Enfin, voilà, au premier tour, partout, il faut tout le temps, là, en ce moment, partout en Europe, essayer de s'allier pour essayer d'avoir les scores les plus élevés possibles, ce qui est un peu différent des stratégies électorales quand il y a des proportionnelles, hein, par ailleurs. Mais quand il n'y a pas de proportionnel et qu'on a une logique majoritaire, je crois qu'il faut des alliances extrêmement larges. Et au second tour, parce que c'est une autre chose, ce qu'on veut dans les seconds tours et ce qu'on souhaite aussi au second tour, c'est qu'on en devient, et Anne-Sophie l'a très bien dit, c'est que c'est à nous maintenant de défendre un truc simple qui est la démocratie, qu'on trouvait totalement imparfaite. Mais sachez que Trotsky disait exactement la même chose dans les années 30, hein. Il disait que c'est à la classe ouvrière de défendre la démocratie bourgeoise contre laquelle on s'est battu, mais c'est à nous de la défendre maintenant, hein. Et c'est, quand je dis à nous, c'est à la gauche de la défendre. On ne peut pas faire complètement confiance au pôle du centre et de la droite pour défendre la démocratie, même si, à un moment donné, eux ne sont pas des fascistes, hein, je l'ai dit, mais c'est à nous de la défendre et faut pas penser que finalement un candidat plus à droite sera à même de défendre la démocratie et il ne sera pas fichu de nommer un Premier ministre d'extrême droite. On l'a vu. Il faut se faire confiance qu'à nous pour défendre la démocratie. Donc, je crois que c'est deux choses qui me semblent extrêmement importantes et tout va se jouer dans deux pays. Tu l'as dit, Anne-Sophie, c'est l'Allemagne et la France. Parce que l'Europe peut tenir, même si bon, on a Mélanie, on a Orban. Néanmoins, le cœur, le moteur réellement de l'Europe depuis que l'Angleterre a quitté l'Europe, ce qui fait tenir encore et une boussole un peu, enfin, non, pas une boussole, un pôle dans ce monde qui défend encore la démocratie parlementaire, c'est la France et l'Allemagne. Donc, si ces deux pays basculent dans les années à venir, voilà. Néanmoins, pour conclure, je crois que un des éléments qui peut jouer en notre faveur, ça a été dit par Ingrid en introduction, c'est que finalement, alors j'aime pas trop les logiques d'ennemis intérieurs, même si je ne sais plus qui en a parlé, c'est peut-être celle Ah, que ouais. tu as posée, je crois. Mais néanmoins, l'ennemi intérieur, dans la phase précédente, l'ennemi extérieur, c'était le terrorisme, et l'ennemi intérieur, c'était le musulman. Hein, c'est clair. Enfin, je crois que c'était ça. Aujourd'hui, si l'ennemi extérieur, c'est la Russie et les États-Unis, dans une moindre mesure, mais en termes de modèle, les États-Unis, l'ennemi intérieur, c'est quand même l'extrême droite. Et je crois qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il y ait une collusion, c'est-à-dire que faire gagner Marine Le Pen en France, c'est faire gagner Poutine et Trump. Et faire gagner Poutine et Trump, c'est faire gagner Marine Le Pen. Et expliquer cette équation peut aussi quand même aider, alors moi j'ai un peu d'espoir, aider à avoir des majorités contre finalement ce modèle d'extrême droite et bien montrer la cohérence qu'il y a entre ces différentes extrêmes droites. Voilà. Ingrid, pour un dernier petit mot de conclusion et Pas de de souci, perspective. peut-être Anne-Sophie veut dire. Anne-Sophie, pardon, oui. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, et notamment, bah, c'est un peu ce qu'on montre dans le rapport sur le réseau Atlas, les liens entre l'extrême droite, la droite radicale en France et aux États-Unis. J'en ai pas parlé, mais Alexandre Pesé, depuis 2003, il a aussi monté une bourse Tocqueville où des jeunes Français vont se former auprès des conservateurs aux États-Unis, les Tucker Carlson, la Heritage Foundation qui a fait le projet 2025 qui sert de programmes à Trump, etc. Donc en fait, ces échanges-là, ils sont permanents avec les États-Unis, qu'il y a aujourd'hui une forme d'alignement aussi États-Unis-Russie, et c'est bien, et même dans dans les enquêtes sur lesquelles je suis aujourd'hui, on voit clairement les liens entre ce que vont dire certains députés Rassemblement National et ce qui va être fait par des influenceurs venus de Hongrie, etc. Donc tout ça est extrêmement lié, c'est bien de le montrer. Peut-être que la chance qu'on a d'avoir Trump, c'est que ce qu'il va faire aux États-Unis va être tellement désastreux que ça pourrait montrer ce vers quoi on va et que il faut montrer ces liens-là pour montrer qu'on ne peut pas aller vers ça. Bien sûr, le Rassemblement national de Marine Le Pen, enfin Marine Le Pen en particulier, est beaucoup plus prudente pour essayer de cacher ces liens-là. Mais il faut se rappeler que Jordan Bardella, il était invité comme intervenant à la CIPAC, la grosse conférence des conservateurs américains, il y a quelques semaines, et que c'est uniquement quand Steve Bannon a fait son salut nazi qu'il a pris peur, mais sinon il n'avait pas de difficulté à y aller, et que les liens, ils existent, ils sont forts,
il y a pas mal de conférences. Voilà, je peux dire qu'à cette heure-là, il y a un webinaire entre différentes forces de droite et de droite radicale. Ils sont en lien, ils travaillent ensemble, ils ont les mêmes projets, ils ont les mêmes éléments de langage. Ils ont les mêmes éléments de langage au même moment, ils disent la même chose sur les énergies renouvelables, ils disent la même chose sur les gouvernements, la famille, l'école, l'économie. Et donc, c'est bien de montrer que tout ça c'est un projet politique cohérent et qu'il y a des impacts désastreux pour les gens. Après, voilà, sur les questions d'alliance, moi je fais pas de politique, mais ça m'amuse toujours d'entendre parler de ça, parce que, encore une fois, pour avoir beaucoup été écouté ce que se raconte à droite, la question des alliances à droite, c'est pour eux. Voilà, ils appellent à une alliance entre libéraux, souverainistes, identitaires et conservateurs, et qui doivent travailler ensemble pour réussir à vaincre l'hégémonie culturelle de la gauche qui la voit actuellement. Donc voilà, l'effet miroir est intéressant.